Le quiz, Joël, go! go, allez, on y va. Allez, c'est parti. Recording in progress. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes au milieu de l'année, le 30 juin 2021, il est 20h04. Avant de passer la parole à notre ami Aviram, qui est toujours en Europe, nous allons lire la clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension
et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris des responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà, je vais passer la parole à notre ami Aviram, s'il est prêt. Je pense que oui. Merci, Joël. Avec plaisir. Et voilà. Vous m'entendez et voyez ma présentation? Super. Super. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis encore une fois sur le même fuseau horaire ou horreur que vous. Parce que je pouvais pas, on voulait partir le 26, mais ça n'a pas marché. On était à l'aéroport et on était dans la file d'attente pour le check-in. Et là, on nous a pris les passeports et on nous a pris de côté pour nous dire, et pas seulement nous, je dirais une bonne moitié des passagers, ils peuvent malheureusement pas être permis à bord parce que les États-Unis ne permettent même pas le trajet à travers leur pays pour des gens de l'Europe. Donc, on a repris la valise, on est retourné, on a appelé Chloé qu'elle vienne nous chercher pour retourner chez elle. Et ça a causé beaucoup d'ennuis, mais Chloé était très gentille avec nous, donc elle n'a pas rouspété rien. Et là, on est encore resté 2 jours à Paris, mais Paris, c'est quand même une ville, grande ville qui n'est pas exactement l'ambiance que nous recherchons, bien que Chloé vit là. Chloé, c'est la fille à Barsha, ma femme. Et donc, on est tous les deux retournés par un autre Flixbus en Allemagne pour loger chez ma maman qui vit dans un petit village pas loin de la ex-frontière française, dans la région de la Sarre. Donc, on est très content, on est bien ici et on a remarqué que cette pandémie et toutes les va-et-vient avec ça nous enseigne une chose qui est finalement très importante, le détachement des choses qu'on veut. On aurait pu dire ah mais merde, je voulais partir. Tout était, on a appelé des gens à Guatemala qui nous attendent et blablabla. Bla, bla, bla. On ne peut pas ne pas embarquer dans le truc. Mais non, on dit ok, on n'y va pas, on va ailleurs. Et après, j'ai dit c'est comme la même. On pourrait aussi dire de la même façon, notre temps ici n'était pas terminé. On pensait que c'était terminé le 26 juin, mais non, c'est peut-être terminé le 20 juillet. Alors, on a trouvé, après une longue recherche, un billet qui ne passe pas par les États-Unis, mais ça donne Paris, Madrid, Madrid, Panama, Panama, Guatemala.
Et en achetant le billet, j'ai regardé l'Espagne est encore ouvert, le Panama est encore ouvert et le Guatemala aussi. Donc, pour le moment, ça marche, mais ça prend juste qu'un des trois pays ferme les portes et pouf, un autre billet. Échoué. On verra bien. Donc, sans plus tarder, la... oui, ça, c'est un bon enchaînement. C'est Morpheus dans le film Matrix qui est filmé. C'est la scène où juste avant qu'il donne les deux pilules, l'offre les deux pilules, la pilule bleue et la pilule rouge à Neo. Et avant, il dit, et si je te disais, tu n'as pas de choix. J'ai pris ça comme titre de cette émission-là, multiplication, parce que c'est aussi le thème où ce que M. Kesh a parlé beaucoup le jeudi passé. Donc, cette fois-ci, on a juste un grand thème après les bonnes nouvelles. C'est le chapitre numéro 4 sur les sentiments et le plan affectif. Donc, parlons d'abord, c'est quoi un choix? On utilise ce mot comme très nonchalant et je ne sais pas qui entre nous s'est déjà arrêté pour penser, ça veut dire quoi exactement avoir un choix et qu'est-ce que ça implique d'avoir un choix. Je l'ai fait un peu et je vais vous partager qu'est-ce que j'ai trouvé. Alors, le choix dans notre science de plasma et dans la science de Eden, c'est plutôt appliqué ou associé au libre arbitre qui, quand il loge sur le côté non structuré de la conscience, il va dire non à ce que l'âme ou le créateur propose. C'est ça son libre choix. Libre arbitre, libre choix. De l'autre côté, si on regarde juste philosophiquement ou sémantiquement un choix présuppose deux alternatives qui s'équivaut. Parce que si les alternatives ne s'équivalent pas, ça veut dire par exemple, admettons, vous avez le diabète et vous êtes dans un restaurant où vous êtes invité et il y a deux choix de repas. Un repas, c'est en fait juste un dessert avec beaucoup de sucre et de chocolat et l'autre, c'est une salade crue. Pour un diabétique, on pourrait dire théoriquement c'est un choix, mais pour un diabétique, c'est pas un choix parce que s'il mange le dessert avec le chocolat, il va avoir une crise de sucre et peut-être passer. Même si on n'est pas diabétique et on aime se nourrir sainement, le dessert plein de chocolat et plein de sucre n'a pas la même valeur que la salade crue. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un choix non plus. Et si on suit, parce que si on prend ça comme un choix, et c'est pas vraiment un choix parce que une alternative me fait mal et une autre alternative me fait bien, du bien. Donc, c'est pas, les deux alternatives n'équivaut pas. Donc, là, la prochaine pensée, est-ce qu'il y a des situations où il y a deux choses qui équivalent? Là, la seule chose que j'ai trouvée, si les deux alternatives sont inconnues à moi. Donc, je suis perdu dans la forêt, j'arrive à une bifurcation et je suis déjà perdu, donc je ne sais pas quel prendre. À ce moment-là, j'ai vraiment un choix classique parce que je ne peux pas dire quelle alternative est mieux ou quelle alternative est pas mieux. Donc, de cette façon,
si on transmet ou transpose cette pensée ou cette petite recherche sur ce qu'on sait de la relation entre le libre arbitre et l'âme et le mental, on peut dire que si le libre arbitre dit toujours, il croit toujours il suit toujours les croyances non constructives de la conscience collective qui ne aide pas notre évolution. Donc, à ce moment-là, il va toujours dire non à libre arbitre, à notre âme et au Créateur, que tous les deux veulent notre évolution. Mais si on est... alors ça veut dire que le libre arbitre n'est pas vraiment libre parce qu'il est pris ou déterminé ses décisions par les croyances collectives. Donc, il est comme le monsieur à gauche qui a une manivelle dans le dos pour le remonter, pas le moral, mais son ressort intérieur qu'il peut continuer à travailler pour l'argent. Tandis que le monsieur à droite, c'est une autre version de libre arbitre qui ne travaille pas. Il se balade. Et là, c'est un très bon indice parce que si alors ça veut dire que le libre arbitre dans sa forme classique n'est pas libre. C'est juste la liberté dans le libre arbitre n'est pas perçue par la personne à laquelle appartient ce libre arbitre, mais par Dieu. Dieu voit, OK, il peut se décider pour dire oui ou non. Il peut aussi dire oui à la proposition ou le souhait de l'âme. C'est plus rare, mais c'est possible. Et à ce moment-là, se ouvre tout un autre euh, monde parce que toutes les propositions de l'âme sont par définition des allées qu'on ne connaît pas parce que c'est nouveau, parce que c'est justement dans le cadre d'une évolution. C'est-à-dire, on ne bouge, c'est une bifurcation qui nous fait bouger sur le plan horizontal. Notre corps va aller plus vers la droite ou plus vers la gauche, mais au même temps, on grandit. On utilise soit le gauche, soit le droit pour élever, nous élever. Et à ce moment-là, c'est vraiment, dans le sens classique, un choix parce qu'on ne connaît pas les alternatives, mais on fait complètement confiance pour prendre cette alternative proposée par notre âme qui est accessible à nous à tout temps par ce qu'on appelle notre intuition. Monsieur Cash a utilisé cette notion de ne pas avoir de choix parce qu'il a répété je ne sais pas combien de fois pendant l'émission. C'était pas l'émission de jeudi d'ailleurs, c'était cette partie et l'émission One Nation, One World, One Planet du je me rappelle pas quand c'était le numéro 114. Donc là, il parlait que au mois mi-avril, lui, il a dit nous. Donc, je pense quand M. Kesh dit nous, ça peut dire la Fondation Kesh, mais dans ce sens pas. C'est plutôt M. Kesh et autres êtres de la communauté universelle ont changé les conditions sur la Terre. Il a dit ça, littéralement. Et il a apporté d'autres dimensions à la Terre. Donc, c'est évidemment qu'il parle du niveau fondamental et ça prend un certain temps pour que ce qu'il dit se voit sur le plan matériel. Dans le contexte, il a dit
que la communauté universelle, qui est ce qu'on pensait avant, composée de beaucoup d'êtres, de âmes, autres âmes que ceux qui se sont incarnés sur la Terre, alors qu'ils ne sont pas nécessairement en possession d'un corps actuellement. Ces membres de la communauté universelle, eux, ils se promènent beaucoup autour de la Terre et ils choisissent une forme lumineuse pour faire cela. Et lui, il a dit, il va avoir à partir du printemps 2020 beaucoup d'incidences, beaucoup de changements lumineux, beaucoup d'apparitions lumineuses dans le ciel, surtout nocturne, parce que c'est là où on voit la lumière le plus. Et il dit, c'est souvent, nous allons penser c'est des ovnis, des objets non connus qui volent. Mais lui, il dit, ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement des âmes qui ont vécu sur la terre, qui sont encore liées à la terre et qui reviennent. Pourquoi? Parce que la communauté universelle est en train de préparer un grand party, un festival, une fête pour fêter quoi? Pour fêter l'entrée de l'humanité dans la communauté universelle, justement. Et là, quand on parle des extraterrestres et des membres de la communauté universelle et tout ça, il faudrait peut-être dépasser quelques pensées ou quelques minutes sur les notions, c'est quoi un extraterrestre? Généralement, comme on les voit, ils ont, comme vous avez sur la pancarte pour la fête, de Welcome Party, vous voyez, ils ont des têtes un peu comme des insectes, ou ils n'ont pas de corps du tout, ou ils ont comme ci, comme ça, très étrange comme forme, mais quand même, quand ils veulent se montrer sur le plan matériel sur la Terre, ils sont comme obligés par le champ d'inertie de la Terre de prendre une forme symétrique avec deux bras et deux jambes et d'autres parties qui ressemblent au fond à notre apparence ou l'apparence d'autres animaux qui vivent sur la Terre. Parce que toutes les formes de différentes manifestations, comme vous le savez, sont déterminées par l'inertie de la planète Terre. Voilà. Si on approche cette question, c'est quoi un extraterrestre, par un autre angle? Par exemple, cet angle qui dit quand Dieu a créé la Terre, il a dit, et l'humanité, il a dit, je vous ai créé à mon image. Et il a dit, cette phrase ne s'applique pas seulement à nous comme les êtres humains, c'est pas exclusif à nous du tout. Tout ce que le Créateur a créé, il l'a créé à son image. Et là, ça implique donc tous les éléments dans tous les univers qui composent l'unicos. Ça veut dire que tous les membres de la communauté universelle sont également créés à son image. Donc, ils diffèrent point de nous. On pourrait dire d'une autre façon, comme Hélène Laporte le dit souvent, il n'y a que des êtres humains. Parce que c'est juste une déduction complètement légale. Si Dieu crée à son image, tout ressemble à lui ce qu'il crée. Et les êtres vivants qu'il crée sont toujours à son image. Donc, il ne peut pas avoir des êtres qui ne sont pas humains dans le sens qu'ils n'ont pas d'âme.
Parce que si on n'a pas d'âme, on n'existe tout simplement pas. À ce moment, on est juste ce qu'on appelle entité qui n'a pas vraiment une vraie vie. Donc, ça veut dire tous les êtres de la communauté universelle sont comme nous au fond. Peut-être la différence va être que eux, ils ont peut-être déjà évolué un peu plus dans le sens qu'ils sont rendus un peu plus proches du côté du créateur. Ça se peut. Donc, ça veut aussi dire que nous étions nous-mêmes depuis toujours dans la communauté universelle. On ne peut pas être exclu de ça parce qu'on est les mêmes, sauf on ne le savait pas. Toujours la même affaire. Comme d'être des co-créateurs avec le créateur. C'est une réalité fondamentale. On ne peut pas ne pas l'être. On ne peut pas ne pas être co-créateur avec le créateur. On peut juste dormir et rêver qu'on ne l'est pas. Mais quelqu'un, vous le savez très bien, vous êtes couché, vous dormez et vous rêvez d'être en Floride pendant que vous êtes incarcéré dans une prison à Paris. Ça ne veut pas dire que vous ouvrez les yeux, quelqu'un vous voit, il ne va pas dire, ah, mais le mec, il a disparu de la cellule. Et quelqu'un d'autre, parce qu'il avait comme une puce, hein, on peut le retracer avec un GPS. Ah, mais il est rendu en Floride. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste un rêve. Hein. Ça serait le cas si nous sommes très proches à l'âme. À ce moment-là, nous pouvons vraiment rêver de réapparaître en Floride. Nous allons à ce moment-là nous allons nous coucher peut-être en Floride en rêvant. Et après, nous ouvrons nos yeux et pouf, nous restons en Floride. Ça, c'est possible, pas tout de suite, mais un peu plus tard. On espère cette année. Oui. Et tout ça s'inscrit toujours dans cette loi universelle. On devrait faire un catalogue de toutes les lois universelles, je crois. On a la première loi plasmodynamique, que le plus fort nourrit le plus faible. Une autre loi, c'est que le monde est matériel, c'est un monde de perception seulement. Et ça s'applique pas seulement à nous, ça s'applique à tout le monde. Comme toutes les constructions de l'univers, la façon comment la vie est créée, comment les matériaux sont créés, partout dans tous les univers sont exactement pareils. Et ça s'applique, sont tellement pareils que ça implique même le créateur. Wow! Yes! Ensuite, Monsieur Kirsch, donc il a dit, vous n'avez pas le choix parce que c'est notre anniversaire. Notre anniversaire est devant nous, notre anniversaire qui est comme une renaissance que nous allons nous réveiller pour vraiment prendre la place consciemment à côté du Créateur, notre place au sein de la communauté universelle comme membre égal. Et parce que la fête est déjà annoncée et la fête la fête a déjà commencé parce que toutes les invités sont déjà là. Et pour ça, vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit comment on réagirait si on découvre tout à coup que notre maman est une âme de la communauté universelle. Oh, mais c'est formidable! Dans l'arrière de ma tête, je pensais toujours à ça. Elle est tellement formidable. Je dois vous raconter une histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle, elle vit tout seule ici. Elle a 3 fois par semaine une amie aussi magnifique qui s'appelle Anya. Elle vient ici. Première chose, elle lui masse les pieds. Hein. Si vous êtes un peu versé dans l'hindouisme, de masser les pieds, c'est très signifiant. Après, elle fait le ménage, elle parle beaucoup avec elle et elle fait des fois la cuisine pour Moti. Et là, ils mangent tous les deux ensemble. Mais elle a, comme le reste, c'est 7 jours, elle a 4 jours où elle est toute seule. Une de ces 4 jours, tout à un moment donné, du coup, la porte, la sonnerie de la porte sonne. Ça prend longtemps parce que Moti, elle marche très, très, très lentement. Donc, ça prend comme 3 minutes qu'elle ouvre. Donc, toutes les gens qui sont impatients, ils sont déjà ailleurs. Mais cette personne, elle est restée. Moti ouvre la porte. Elle voit un jeune homme qui est bien habillé, propre, comme plaisant à voir. Et ce jeune homme dit bonjour, madame. Elle dit bonjour. Et il dit, mais tout en allemand, on se comprend. Hein? Et elle dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le jeune homme dit, je n'ai jamais fait ce que je fais aujourd'hui. Et ma mère, elle regarde, elle est toute intriguée. Quelque chose d'intéressant. Donc lui, il dit, oui, c'est ça, j'ai jamais fait ça. Donc, euh, alors la situation est, j'aimerais vous demander 200 €. Et j'aimerais les 200 € parce que mes parents se marient. Mes parents se marient et j'aimerais beaucoup de les acheter un cadeau. Il était très jeune, donc il avait comme 17 ou 18 ans. Il a dit, je peux vous rembourser cet argent parce que dans très peu de temps, c'est le temps où je vais aller au service militaire en Allemagne. Et là, je vais être payé. Et quand je serai payé, je peux vous rembourser les 200 €. Et Moti, elle a dit, ah, mais bien sûr. Donc, elle est partie, elle a pris son portefeuille, elle a pris 200 €. Pendant ce temps, le monsieur, ah non, elle a donné les 200 €. Le garçon, il était très content. Il a demandé, est-ce que je peux encore avoir un papier, un crayon? Elle est sortie avec un papier et un crayon. Il a écrit son numéro de cellulaire dessus. Et il a dit merci beaucoup. Il est venu avec une bicyclette et il est reparti avec sa bicyclette. Et quand Moti a raconté ça, j'étais comme, waouh, quelle confiance, quelle simple confiance inébranlable. Et vous ne pouvez pas voir ses yeux quand elle raconte ça. Tout d'abord, elle a raconté ça, elle a dit, oh, j'ai fait une gaffe. Parce que juste après que c'est arrivé, ou le lendemain, sa fille Frédéric, elle l'appelle tous les jours et, le lendemain, Anya, qui l'aide avec le ménage, elle est revenue et elle, Moti, a raconté cette histoire à sa fille et sa copine. Et tous les deux ont réagi de la même façon. Ah non, t'as pas fait ça, t'as pas donné les 200. Mais est-ce que ça va dans la tête? Tu peux pas faire ça. Il sait maintenant où il peut trouver de l'argent gratuit. Et en plus, il travaille pas. Et en plus, c'est un voleur. Vous comprenez? Tout ce que nos croyances collectives se sont déballées chez les deux. Et Moti a raconté ça pendant qu'on a pris le café et j'étais pas pris
pour un moment, je n'étais pas pris dans les croyances collectives, donc j'ai vu ses yeux brillants et j'ai dit, waouh, c'est cette confiance que tu fais, c'est génial parce que ce qui m'est venu dans chaque acte que nous posons, nous faisons un choix dans quel monde nous voulons vivre. Alors, Moti, qu'est-ce qu'elle a raconté avec ses histoires? Elle a documenté pratiquement avec ses actes. Moi, j'aimerais vivre dans un monde de confiance sans question. Quelqu'un a besoin de quelque chose, il juste le dit simplement, je donne simplement si je peux. Le moment je peux, je fais. Wow. Et les autres étaient complètement défoncés dans la croyance collective que les gens, les étrangers, les hommes étrangers jeunes en face d'une vieille femme démunie qu'on peut exploiter facilement. De toutes ces raquettes, tout ce qu'on voit à la télévision, hein, voilà. Et le monde qu'on sélectionne ou appuie avec des réactions genre de conscience collective, c'est un monde, exactement le monde qui est propagé par la télévision et les journaux. Donc, c'est le monde où nous avons un moment un peu réveillé, c'est-à-dire conscience structurée. Nous ne voudrions pas vivre dans un monde comme ça. Voilà, ça, je voulais absolument vous partager parce que c'était pour moi le, le highlight de la semaine ici. En plus, elle a dit ça quand on est retourné ici. On est retourné, première chose qu'on a fait, on a pris un café ensemble. J'ai fait la surprise. Je suis venu ici, j'ai dit à mon frère qui habite pas ici de nous venir nous chercher au bus à Saarbrücken et de nous conduire chez Mouti. Et là, d'ailleurs, Mouti, c'est très joli pour maman. Et là, en allemand. Et là, j'ai pas dit aucun mot à Moti et j'ai même dit à Klaus, mon frère, qu'il ne dit pas de mots à Moti que nous revenons. Alors, on est revenu et j'ai sonné. Je me suis posé devant la porte. Elle ouvre la porte, elle fige dans son pas. Elle est complètement les yeux exorbités, comme si je suis un extraterrestre de la communauté universelle. Et après une petite minute, elle dit, ah, je rêve. Et là, mais là, c'était une blague et on se serrait dans les bras et elle était très contente qu'on est revenu. Alors, pour revenir à notre sujet, la numéro 4 des sentiments et du plan affectif, Monsieur Kesh a dit, OK, la dernière fois, on a beaucoup parlé comment ça se passe, la digestion et de boire et de respirer et tout ça, sur le plan plasma, mais on peut aller un pas plus loin, dans le sens si, par exemple, on a une situation de soif, comme cette femme qui a fait une longue course, qui a très soif maintenant, et elle va trouver un verre d'eau fraîche pour se contenter, pour enlever sa soif. Et là, on pourrait se poser la question, quelle idée ou quelle pensée était avant? La sensation de soif ou l'émotion de soif ou la vision d'un verre d'eau. Quand on a soif et on ne voit pas tout de suite le verre d'eau, on va chercher le verre d'eau.
quand on voit un verre d'eau et on n'a pas fait une grande course, mais ça peut réveiller quand même comme un genre de soif et on se rend compte que, ah, mais ça fait quelques heures, j'ai pas bu. Mais ça peut aussi être, si c'est pas de l'eau, mais un jus, ou un verre de vin ou une bière. Ça peut être aussi que je vois la boisson et je me dis, ah, ouais, j'aimerais la boire, bien que j'ai même pas soif. Et là, on a trouvé des sensations, des émotions qui sont la cause de cette action qui est manger ou boire. Donc, pour ça, un pas plus loin. Et là, on peut encore aller un pas plus loin et dire, OK, on a vu avec l'exemple de soif, pas soif, voire un verre, on peut difficilement déterminer quelle pensée est la première, le besoin qui émerge à l'intérieur de nous ou un genre d'attraction à l'extérieur de nous, visuel ou auditif. Ça peut être, on se promène avec une personne aimée et cette personne aimée dit, on va aller boire quelque chose, chérie? Et là, tout à coup, oui. Alors là, on peut se demander, alors, de où vient la sensation ou l'émotion de la soif ou la perception d'un verre? Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez, il y a beaucoup de multiplications. On a parlé de que la perception visuelle ne se fait pas de l'extérieur à l'intérieur. Parce que de cette façon, on devrait percevoir tout ce qui se trouve autour de nous, ce qu'on ne fait pas. Notre perception est sélective. Sélective, ça veut dire nous émettons un rayon d'une forme, d'une force spécifiquement grave qui comme syntonise nos yeux ou le cerveau lié à nos yeux pour voir seulement ces choses-là qui ont la même fréquence ou la même force magnétique gravitationnelle. Vous vous rappelez? Donc, ça veut déjà dire que même les perceptions des choses extérieures viennent ou sont initiées, la perception, c'est initié par un processus à l'intérieur de nous. Et c'est ça ce que M. Kirsch a plus exploré. Et là, je mélange dans mon discours les aspects illuminés par M. Kirsch avec les aspects illuminés par Grigory Grabovoy parce qu'ils parlent de la même chose. Donc, on peut dire que chaque élément dans l'univers est créé par nous parce que nous sommes les co-créateurs. Chaque élément est composé d'un plasma. Et ce plasma a toujours un lien avec nous parce que nous l'avons co-créé. C'est comme la même relation, M. Kirsch en parle souvent, que nous et notre mère. C'est exactement la même chose. Mais à part de ça, ça a aussi chaque élément de l'univers, ça veut dire chaque élément de l'univers est lié à nous, trouve une représentation ou une signature énergétique à l'intérieur de nous. Donc, on peut l'apercevoir sans la forme matérielle à l'extérieur. OK? So far, so good. Mais ça a aussi un sentiment. Chaque chose, on a exploré ça la dernière fois. Chaque élément de l'univers a
ou un aspect de sa lumière informationnelle ou un aspect de son plasma a la qualité d'un sentiment. Et cet aspect, quand on regarde le plasma comme une spirale, c'est très proche à l'âme, le sentiment, parce que c'est ça le milieu dans lequel, ou le milieu lequel l'âme utilise pour communiquer avec nous. Et on a appris que c'est ce sentiment-là, que ce sont les sentiments, ils ont alors deux effets très importants dans notre vie. Un, si on connaît ou on prend connaissance et conscience d'un sentiment, tous nos efforts de matérialisation et de normalisation sont beaucoup plus efficaces. Parce que on a appris ça déjà très longtemps aussi, que la force d'une matérialisation ou l'efficacité d'une matérialisation ou une normalisation est proportionnelle au volume de lumière informationnelle, c'est-à-dire à la force gravitationnelle magnétique du plasma. Et nos pensées, c'est des plasmas. Nos souhaits, c'est du plasma ou lumière informationnelle. Et on a aussi appris les paquets d'informations ou lumière informationnelle énergétiques qui sont comme rationnels, sont très, très, très faibles et petits par rapport aux paquets d'informations émotionnelles ou sentimentales. Parce que avec les émotions, nous véhiculons et traitons un volume d'informations beaucoup plus grand que rationnellement. Et dans tout cet plan affectif, sur tous ces plans affectifs où se trouvent tous les sentiments, le sentiment le plus fort qui est capable de traiter le plus grand nombre ou le plus grand volume d'informations dans un laps de temps, c'est le sentiment de l'amour et ensuite le sentiment de l'éternité et ensuite le sentiment de la joie, etc., etc. Donc, la matérialisation, normalisation sont plus efficaces le plus nous pouvons faire cette normalisation sur le plan affectif. Et la dernière fois, on a appris on s'est rendu compte que pour nous, les Occidentaux, c'est plutôt un domaine inconnu. Il faudrait de plus en plus prendre ou trouver le courage pour s'engager et de vivre de plus en plus sur le plan émotionnel. Monsieur Kesh insiste toujours. Il parle très souvent emotions, qui se traduit en sentiment en français. Et c'est très important. C'est pas de vouloir faire les matérialisations ou de s'occuper des champs plasmiques, des champs gravitationnels magnétiques. Sur le plan rationnel, c'est presque impossible. Il y a très, très, très peu de chances qu'on peut avoir un succès sur cette voie-là. Pourquoi? Parce que la rationalité est très liée au plan matériel. Et M. Kesh dit toujours que, s'il vous plaît, quittez le plan matériel, travaillez avec les champs. Et les champs sont invisibles comme les émotions et les sentiments. Voilà. Le deuxième effet des sentiments se trouve sur le plan de communication. Et ça, c'était le thème principal de M. Kirsch jeudi passé. Donc, si on est capable d'accéder et de vivre principalement
sur le plan affectif et non le plan rationnel, on serait capable de communiquer, de partager nos idées et nos sentiments et tout ça sur le plan de la communication universelle, de laquelle avant on a parlé par rapport à la langue. Les langues humaines toutes les langues humaines sont plus ou moins euh, sur le plan de dualité ou et sur le plan matériel. Tandis que avec des êtres de la communauté universelle qui n'ont pas nécessairement un corps physique comme nous, on ne peut donc pas communiquer avec des langues de matériel, voice box, boîte vocale. Donc, à ce moment-là, la communication se fait sur le plan affectif. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ça de plus proche maintenant. Avant de regarder ça, j'aimerais inclure une petite mini-capsule sur l'anatomie de la perception. Grégory Grabovoy dit la perception se fait à l'intérieur de nous. C'est la même chose que M. Kesh dit quand il dit nous envoyons un rayon magnétique gravitationnel d'une certaine force qui va rencontrer un objet de la même force et de cette manière on le voit. Grégory explique ça d'une façon similaire ou d'une façon un peu plus matérielle. Il dit que notre esprit divin, c'est-à-dire notre conscience structurée, elle enveloppe tout notre corps comme une combinaison de plongées. Lumineux, c'est une lumière claire dorée, comme vous voyez sur l'image, qui nous entoure. Et le créateur, le contact avec le créateur est un point des plus intenses de contact de nous avec le créateur ou le créateur avec nous. Et entre notre peau et cette combinaison de plongeurs, lumière dorée claire de notre conscience divine. C'est très clair, logiquement, parce que la conscience divine est le mental du créateur. La conscience parfaitement structurée égale la conscience ou le mental du créateur. Donc, si dans cette optique-là, maintenant on voit ça, on voit autour de nous, on ressent, plan affectif, on ressent la lumière qui est autour de nous comme une combinaison de plongée. Si on veut percevoir quelque chose, c'est cette partie de la combinaison, ce halo lumineux va se prolonger vers cet objet-là, l'englober. Ici, j'ai pris comme image l'image d'une rose. Alors, cette rose-là, elle est maintenant englobée par notre lumière informationnelle en provenance de notre conscience divine. Donc, on l'aperçoit. Mais le mot « on l'aperçoit » n'est plus vraiment juste. Pourquoi? Parce qu'est-ce qui arrive quand nous englobons avec notre conscience un autre élément? Cet élément et nous, il n'y a plus de distance entre les deux. Donc, ça devient comme une unité. Donc, on ne peut plus vraiment parler « je perçois ça ». Parce que ça
requis une séparation qui n'est pas là. Mais à ce moment-là, c'est dans le sens, dans le vrai sens du mot communication, il n'y a plus de communication. Il y a communion. La plante communionne avec nous, la rose. C'est-à-dire, nous avons accès à la lumière informationnelle, à toute l'information contenue dans cette rose, et vice-versa, la rose a accès à toute notre euh, lumière informationnelle comme être humain. Donc, à ce moment-là, on sait tout sur la rose. Ça ne veut pas dire qu'on peut expliquer tous les détails. Beaucoup de cette communion, de ce qu'on appelle informations, ne sont pas des informations rationnelles. Sont des informations affectives ou au-delà de émotions ou de sentiments, seulement sur le niveau de l'âme. À ce moment-là, les informations ne peuvent pas être dites. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aimez quelqu'un, vous aimez votre amoureuse ou votre amoureux. Vous savez c'est qui, hein? Mais vous ne pouvez pas décrire la personne. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous aimez chez l'autre, une longue pause. Et là, si on peut dire, ben, je peux te donner des exemples, mais c'est comme si je suis dans une énorme forêt et j'ai une lampe de poche et j'éclaircis quelques endroits, mais ça donne pas toute la forêt. Là, si tu peux pas sentir toute la forêt comme dans laquelle je suis, tu sais pas qu'est-ce que je veux dire. Je peux pas l'exprimer en mots, tu comprends? C'est ça, la plupart des informations, on appelle informations, sont sur ce plan-là. Ils ne peuvent pas être communiqués, surtout pas par des moyens matériels. Donc, c'est plutôt un processus de unification qui est bidirectionnel d'une certaine façon, parce que c'est la même chose. On ne peut plus penser de direction non plus. On a un peu la misère avec la langue parce que la langue n'est pas unitaire, la langue est dualiste. Donc, euh, quand je parle de ça, il faut prendre les mots comme des doigts qui pointent vers quelque chose et saisir plutôt où on veut pointer et de ne pas mordre mon doigt. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire la lumière informationnelle est partagée. Et ça, c'est clairement possible seulement pour la partie de notre conscience divine qui est la partie structurée de notre mental, conscience. La partie non structurée, elle ne vit pas, elle n'a pas accès à la réalité. Oui, ça peut sembler dur ce que je dis là, ou comment on appelle ça, drastique, mais néanmoins c'est vrai, me semble, parce que la réalité, les choses qui sont là et qui ont une réalité, dans le sens que nous utilisons le mot, doivent exister sur le niveau fondamental, comme l'âme. Tout ce qui existe sur le plan matériel sont juste des projections, perceptions de la réalité. Comme ça, si nous attendons, mais là, M. Kesh a dit il y a des nouvelles dimensions et des nouvelles structures introduites dans la Terre, je vois rien, je vois pas de différence. Mais là, c'est un peu moche de dire ça parce que
on dit en autre mot, moi, ça commence à compter quand je vois le reflet dans l'apparence, ma perception visuelle. Et ça serait beaucoup mieux de prendre ces mots et d'être intrigué, d'être attiré par ça pour aller explorer plus et de se rapprocher plus du niveau fondamental, c'est-à-dire le niveau de l'âme, c'est-à-dire le mental et la conscience structurée. Voilà. Et là, j'ai fait une très longue liste. Là, je dois approcher ça un peu de mes yeux. Donc, là, j'ai essayé de faire un tableau qui explique l'anatomie de la perception. Et j'ai pris l'exemple d'un blind date. Blind date, c'est quand deux personnes se rencontrent et ne se connaissent pas dans un cadre qui n'est pas trop défini non plus. Donc, c'est tout ouvert. Donc, si je veux maintenant décrire l'anatomie de la perception, on va commencer, les perceptions commencent où? C'est ça ce qu'on a, c'est le pas que M. Kesh a proposé au début de la session. Il a dit, on a vu manger, boire, après avoir soif, boire le verre. Et à un niveau plus profond, ce sentiment de soif ou de vouloir boire. En fait, à la racine de la perception d'un verre ou de la perception d'un sentiment ou émotion de soif est le sentiment de de satisfaire je me rappelle pas comment ça s'appelle quand on boit et la situation qu'on fait. Ah, vous savez ce que je parle. Alors, cette sensation très plaisante, c'est ça la racine. Parce que ça vient de l'âme, elle voudrait expérimenter ça. Donc, elle va nous faire chercher un verre d'eau ou voir un verre d'eau et où elle va nous faire sentir le soif pour après chercher le verre d'eau. Donc, au début, c'est l'âme dans son interaction avec tous les éléments de l'univers et leurs possibilités infinies à chacun, crée un souhait. J'aimerais revivre ce sentiment quand une soif est comblée. Ce souhait a une ligne de temps, c'était ce qu'on appelait à l'époque une ligne de développement. Ce souhait, c'est une entité vivante qui est un plasma, qui est une lumière informationnelle qui a aussi une évolution. Il bouge. Alors, il a une ligne de temps qu'on appelle active. Et cette ligne de temps, ou ce plasma, va interagir avec d'autres plasmas ou lignes de temps du mental de la personne et de toutes les autres plasmas environnantes. Parce que qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit faire réveiller le désir à l'intérieur du mental de la personne qui va ensuite doit interagir avec l'image visuelle d'un verre d'eau, d'un verre avec de l'eau fraîche dedans. Donc, minimum, ces trois éléments sont déjà impliqués. Et là, on fait après cette étape, tout est comme ça, simple et facile.
Et là, maintenant, ça dépend. Quand ça arrive sur le niveau mental de la personne, ça dépend, est-ce que le libre arbitre vit qui décide sur notre action et qui décide sur notre perception? Est-ce qu'il vit sur le côté structuré de la conscience ou le côté non structuré ou pas encore structuré? S'il vit dans la conscience structurée, la ligne, le plasma du mental est en parfaite synchronicité avec le plasma de l'âme. Donc, il y a beaucoup de résonance et une résonance amplifie toujours le pouvoir individuel du souhait de l'âme. Maintenant est amplifié par la reconnaissance positive de notre mental, de notre esprit. Et cette augmentation de la force, elle est plus grande que la somme des champs individuels. Ça, c'est une loi universelle aussi. Elle est même observable dans la biologie que quand une vie, un être vivant, est composé d'une somme de molécules. Mais c'est la force ou le contenant d'énergie de cette forme de vie est beaucoup plus grand que la somme énergétique de toutes les composants chimiques, molécules. Okay? Si on regarde la conscience pas encore structurée, il n'y a pas de, entre le libre arbitre et le souhait de l'âme, il n'y a pas de résonance. Il y a plus une dissonance. Et une dissonance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sûrement pas augmente le champ gravitationnel magnétique, mais il diminue le champ. Parce que quand vous imaginez ça comme des ondes sinusoïdales, admettons le souhait de l'âme est au max positif, au même temps le libre arbitre est au max négatif et ça annule. Il n'y a même plus d'énergie. Et dans toutes les autres zones, ça devient comme toujours moins d'énergie que le souhait de l'âme. Donc, pas assez d'énergie pour matérialiser ou normaliser. Tandis que dans le premier cas, beaucoup d'énergie. Ensuite, le pas numéro 4. Quand c'est une situation de résonance, c'est-à-dire le libre arbitre est dans la de conscience structurée, le désir de l'âme apparaît comme le souhait de l'âme apparaît comme un désir dans le mental qui est associé avec un sentiment de joie et d'amour. J'aime ça. Sur la partie, si c'est le cas de conscience peu structurée, le souhait de l'âme est interprété par le mental comme une menace. Je ne veux pas ça. C'est dangereux, j'ai peur. Et va être associé par des sentiments de peur, etc. Ensuite, le numéro 5, sur le plan affectif, le sentiment attendu de rencontrer une personne, ça c'est le blind date, mais s'attend, alors le mental, avec le désir, oh j'aimerais rencontrer une nouvelle personne. Où je suis ouvert, je vais dans un événement et je suis ouvert de rencontrer une nouvelle personne. Pas parce que je cherche un nouveau copain, non, c'est pas ça. C'est juste, je suis ouvert parce que toutes les personnes sont magnifiques, je veux aller là. Alors, sur ce, le mental, la personne, le libre arbitre, il s'attend à rencontrer une merveilleuse personne. Et il associe avec ça ce qu'on appelle une joie
anticiper. Et ça crée attraction. Le mot attraction très important parce qu'il va plus tard dans le discours, M. Kish l'emploie et on va beaucoup plus facilement comprendre qu'est-ce qu'il va dire. Donc ça crée une attraction. Je suis attiré par cette situation où je m'en vais et la situation, ce party ou cet événement est aussi attiré par moi parce que je suis attiré. Oui? OK. Sur le plan non structuré, parce qu'il y a peur, parce qu'il y a c'est senti comme une menace, interprété comme une menace. Sur le plan affectif, ça devient un sentiment complètement brouillé, négatif, d'être dérangé, de colère, de peur, de toutes sortes d'émotions non constructives. Et on peut subsumer ça dans une catégorisation comme répulsion au lieu d'attraction. Donc, on ne veut pas rencontrer, on ne veut pas y aller. Par la suite, il faut faire encore une fois une subdivision maintenant, parce que maintenant, on commence à arriver sur le plancher matériel. Donc là, il y a la possibilité ou le choix. Est-ce que je recherche la solution de tout ce processus sur le plan matériel ou je suis déjà content sur le plan sensoriel ou sur le plan sentimental? Ça serait une solution indépendante. Elle ne dépend pas du plan matériel. Les deux catégories, nouvelles catégories, s'appliquent sur les deux subcatégories qu'on a fait avant, structuré, non structuré. Donc, le libre arbitre, partie structurée du mental, sur le plan matériel, le désir de rencontrer une personne merveilleuse nous pousse à la recherche chez tous ceux qui nous rencontrons. Nous attendons chaque personne, peu importe qui on va rencontrer, on s'attend que c'est la personne merveilleuse qu'on voudrait rencontrer ce soir. Si la solution indépendante, nous ne recherchons rien. Nous sommes déjà comblés. Le désir de rencontrer une personne merveilleuse nous a déjà mis dans un état de joie et d'amour et on est complète. Ça peut être ça. Comme ça, on peut encore rencontrer d'autres personnes merveilleuses ou rencontrer personne. On est complètement complet. Et ça, c'est un point très intriguant par rapport à manger. Parce que c'est là dans la partie structurée du mental. C'est-à-dire, nous sommes contents avec le sentiment que nous pouvons nous rappeler de manger un certain repas qui on peut comme rester sur le plan affectif, nous baigner dans juste ce sentiment d'avoir mangé ce repas-là et être complètement comblé qu'on oublie de manger. La partie non structurée, plan matériel, nous avons soit une rencontre terrible, soit pas de rencontre du tout. Le cas de pas de rencontre du tout, c'est un peu moins probable parce que la peur, quand même, en collaboration avec la loi d'attraction, va attirer de ce qu'on a peur. Parce qu'on va juste confirmer, tu vois, j'avais raison, ma rencontre était mais terrible.
Ça confirme notre attente. Dans les deux cas, vous remarquez, dans les deux cas, conscience structurée, notre attente est confirmée. Sur le plan matériel ou pas, peu importe, confirmation. Sur le plan non structuré, même chose, confirmé. Et ça, c'est notre libre arbitre. Et ça, ça décrit la relation du Créateur avec nous et le libre arbitre. Il va toujours nous donner ce que nous voulons. Donc, qu'est-ce que nous arrive? C'est pas à rouspéter contre Dieu pour nous, sinon ça nous plaît pas, mais c'est à devoir que qu'est-ce que je viens d'expérimenter reflète exactement ce que je voulais. Ça peut être un peu dur, mais ça vaut la chandelle d'y aller parce que ça fait un grand pas dans notre évolution. Solution indépendante pour la partie non structurée, ça n'existe pas parce que quand on est dans la partie non structurée, on n'est que matériel. Donc, dans sur le plancher matériel, les planchers non matériels ne sont pas acceptables, donc pas applicables. Sur la dernière étape, finalement, nous pouvons exprimer ce que nous ressentons par des mots. On va dire, hier, j'étais dans un party comme un événement tel et je suis encore comblé. C'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai rencontré des gens. Je ne savais même pas que ce type de gens existe. C'était vraiment magnifique. Les autres, mais les non structurés, c'est clair aussi. Bah, je voulais déjà pas aller. Je suis allé pareil. Et qu'est-ce que c'était? C'était terrible. Voilà. Hein? La prochaine fois, j'irai pas. Ça, c'est menti. Parce que la prochaine fois, si tu continues à rester sur les croyances collectives, tu vas marcher, aller, parce que il faut confirmer, toujours. Somme toute, donc si on est sur le niveau particulier de l'ego, ça c'est la partie non structurée, on est sur le plan matériel seulement, par rapport à la communication maintenant, par rapport à la communication, les informations qu'on peut communiquer sont toujours ambiguës sur le plan égo ou sur le plan non structuré, c'est-à-dire le plan matériel, qui n'est pas le plan affectif. Hein? Si vous êtes si quelqu'un, admettons, il y a deux personnes qui sont mentales ou juste une, et c'est un couple, et ils sont au début de leur relation, et elle dit, tu m'aimes? Et il répond, qu'est-ce que tu veux dire? Cet exemple montre tellement clairement qu'il y a tellement un grand disconnect qu'ils ne peuvent pas communiquer, même pas communiquer. Même si elle dit, qu'est-ce que je veux dire avec aimer? Bon, tu vas toujours me donner la crème glacée, la meilleure crème glacée. Tu vas toujours te raser. Tu vas toujours bla 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 bla. Et là, pour l'autre, ça ne veut pas dire aimer. Donc, ils se comprendront jamais. Tandis que, dans cet monde, ça va donner naissance à un monde qui est complètement insécurisé
parce que tout est ambigu. On ne se comprend jamais. Et quand on vit sur le mode mental, c'est cette expérience qu'on fait. Et la seule sécurité qui existe dans ce monde-là, c'est que toutes les craintes, tout ce qu'on craint s'accomplit. Les souhaits se accomplissent jamais parce qu'il n'y a pas d'énergie pour ça. Tandis que sur le plan de conscience structurée, on est sur le niveau universel du créateur. C'est pas un niveau particulier. C'est pas subjectif, c'est objectif. On est sur le plan affectif qui est avant la langue. Sur ce plan-là, tout est toujours clair. Pourquoi? Parce que le sentiment d'amour est compris par toutes les races humaines et tous les animaux et tous les autres êtres imaginables et non imaginables de la même façon. Quand une mère aime son enfant, si elle est russe, américaine, française ou allemande, ou fourmi ou chauve-souris, ou whatever, elle va aimer son enfant sans condition exactement de la même façon. Hein, comme ça, les sentiments qui sont très proches de l'âme, l'amour, éternité, joie, ils sont très clairs, ils sont pareils pour tout le monde. Et il y a peut-être quelques sentiments comme quand ça va vers le plaisir, comme le goût. Là, ça devient difficile parce que c'est très matériel et c'est très loin de l'âme. C'est très proche au plan matériel. Donc, sur ce plan affectif, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est l'amour ou pas l'amour. Et là, on est parce qu'on communique pas vraiment, on juste, comment dirais-je, on répand, on émet ses sentiments. Et l'autre, il va expanser sa conscience divine qui va nous englober et il va sentir la même chose. C'est une communion, pas une communication. Et là, toute la vie, tout ce monde-là, si tous les êtres vivants, c'est-à-dire nous, premier lieu, sont sur un mode de conscience structurée, tout ce qui se passe se déroule d'une façon de synchronicité. Donc, synchronicité, ça veut tout simplement dire toutes les choses semblent tomber en place suivant, comme si guidées invisiblement par ou contrôlées invisiblement par le souhait de notre âme. Et c'est exactement ça. C'est contrôlé par le souhait de notre âme. Et tout ça se passe. C'est très sécurisant parce que tout ce qu'on souhaite a lieu. Tous les souhaits seront accomplis. Tout. Pourquoi tout? Parce que tous les souhaits sont pour moi et le salut global. Et moi et le salut global, le mot est de trop. Parce que je fais partie du salut global. Mais pour le moment, il faut dire le moi parce qu'on commence avec ça, parce qu'on est encore dans ce corps et on a des conceptions bizarres avec ça. Donc, ça aide si on reste avec moi et le salut global. Je crois que c'est plus facile. Alors, la communication universelle, elle est basée sur le ressenti conscient. C'est-à-dire, non seulement on
on communionne sur tous les différents sentiments et ça prend c'est très évident que ça prend que nous en sommes conscients. Alors, à ce moment-là, on va l'exprimer en partage dans l'unité, unicité. Et là, ça devient très clair. On se rappelle, c'est déjà comme ça, que le sentiment d'amour en France, Sibérie, sur la Lune, Mars et planète Zoo, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est aussi une preuve pourquoi la communauté universelle, il n'y a pas un autre genre d'âme que nous. Il n'y a pas autre genre d'âme. Il y a juste un genre d'âme et c'est le Créateur et nous en font partie. Et là, j'ai trouvé deux images super belles, selon moi. L'image droite, c'est comme une personne verte qui touche une personne rouge et vice-versa au cœur, c'est-à-dire sur le plan affectif. Et ça fait que l'autre personne, elle prend ta couleur. C'est un bon image. Qu'est-ce qui se passe dans la communion sur le plan affectif? Il n'y a pas de communication parce que j'ai le même sentiment. Je sais. C'est pour ça beaucoup d'illuminés, ils ne disent pas, mais Bouddha, comment il s'appelle, je me rappelle pas son disciple favori, il est illuminé, et Sariputra. Et Bouddha, il va pour le discours du matin, il voit Sariputra et il juste sourit. Il dit rien à lui. Il dit pas comment ça va parce qu'ils ont le même sentiment au même moment, tous les deux. Il y a vraiment rien à dire. La même chose arrive avec les petits-enfants et les mamans. Une maman qui est enceinte, elle va pas avoir l'idée. Je me demande comment mon enfance va. Parce que l'enfant est parti d'elle. Et l'autre image, tu vois un enfant alien et un enfant humain. Et tu vois aussi, ils sont complètement presque pareils. Et dans leur perception, ils sont complètement pareils. Et là, la citation de M. Kesh avec l'attraction. N'essayez jamais de forcer quoi que ce soit avec votre volonté. Je veux me rendre sur le plan affectif. Ça ne marche pas. Travaillez plutôt avec l'attraction. Ça veut dire suivez ce que vous attire, ce que vous avez envie de suivre. S'il vous plaît, faites un vœu pour vous-même, chacun en soi. Je ne veux plus jamais suivre quelque chose que ne me fait pas de plaisir, que je ne veux pas, qui ne m'attire pas. Je veux juste suivre l'attraction. Et ça va très bien si on peut pas suivre sa volonté, comme le embarquer dans l'avion le 26 juin. Après, on est retourné chez Chloé, on est resté là, on a pris un café, on était bien. Après, on a aussi raconté qu'est-ce qui est passé, mais sans être fâché ou dérangé. Et le lendemain, l'idée est émergée. Ah, ça serait fun de retourner tous les deux chez Mouti. Voilà.
Ça, c'est pas la volonté, c'est l'attraction. Et quand on a fait l'anatomie de la perception, on a trouvé cette attraction où elle se trouve. Quand notre libre arbitre est en résonance avec notre âme. Et il ajoute que le corps humain a des capacités qui n'ont jamais été envisagées par nous. Et ça veut dire qu'est-ce que ça, M. Kesh dit ça, et Grigori dit ça aussi à la planche, que notre corps physique, chaque cellule de notre corps physique a la même connaissance que le Créateur. Le seul être qui peut être démuni, la seule partie de nous qui peut être démunie, c'est le libre arbitre. Il a vraiment besoin et le libre arbitre est vraiment pas vraiment démuni, il peut juste être pas à sa place. Hein, comme on a vu il y a je ne sais pas combien de multiplications, que quand le libre arbitre, il peut soit habiter dans la partie structurée de la conscience, qui est comme un bidonville délabridé, ou il peut vivre dans une maison magnifique de la conscience structurée. Et le chemin vers là, ce n'est pas un chemin de couteau. Il n'y a rien de tranché au couteau. Mais c'est un chemin, un couteau est fait pour trancher. Mais c'est plutôt le chemin de la plume qui est emporté par la gravitation, la lévitation, le vent, la résistance au vent, et ça ambule comme ça, par attraction. Hein? Quand une plume, vous voyez une plume dans le vent, c'est un super beau image ou une feuille morte de suivre l'attraction. Et quand vous regardez ça précisément, vous allez voir, il n'y a pas juste l'attraction de la Terre-gravitation, il y a le vent, il y a beaucoup d'éléments autour qui sont présents qui influencent ça. Aussi, notre regard. De cette manière, notre cerveau est juste un système de traduction qui traduit l'âme dans un sentiment, le souhait de l'âme, dans un sentiment qui peut devenir mot et action pour communiquer ou matérialiser. Et dans ce contexte, M. Kesh parlait aussi des thérapeutes aujourd'hui qui emploient de plus en plus l'aide des animaux dans les thérapies parce que les animaux n'ont pas le même genre de libre arbitre. Donc, ils ne peuvent pas vraiment décider contre l'âme ou contre le créateur. Donc, c'est des êtres, les plantes et les animaux sont des êtres qui peuvent constituer un point d'attraction pour nous faire shifter ou nous repositionner du mental non structuré vers la conscience divine. Et M. Kesh rappelait dans le même contexte que quand les bébés, quand très très jeunes, et il n'y a pas encore de déstructuration qui se faisait, donc ils ont un mental beaucoup structuré, ils sont très proches à leurs âmes, ils n'ont pas de langue à se parler, ils ne peuvent pas communiquer, ils communionnent comme les deux là. Et la même chose se fait entre bébé et maman. Et la même chose se fait entre deux amoureux. Donc, le plan affectif qui est avant
le plan de langue, c'est le dénominateur commun entre nous avec l'extérieur et entre nous à l'intérieur de nous aussi. Donc, ça veut dire pour fermer le cercle avec la communauté universelle, dans la communauté universelle, nous ne pouvons pas communiquer. Pour être capable de vivre d'une façon efficace ou réaliste sur le niveau de la communauté universelle, c'est indispensable que nous nous rendons plus sur le niveau affectif, sur le plan affectif, jusqu'au moment où le plan affectif est devenu monnaie courante pour nous plus qu'autre chose. Quand nous écoutons plus notre intuition que notre raison, on a fait un énorme pas pour être membre accrédité de la communauté universelle. Et comme vous voyez les deux bébés sur la photo, on comprend, on se rappelle. Il y a quelque chose en nous qui se rappelle de ça. Et quand on regarde une autre personne dans les yeux, les yeux, c'est les fenêtres vers l'âme, sans vouloir quelque chose, juste présent, c'est intense et c'est formidable. Ou on peut embrasser, si c'est trop pour les yeux, on peut embrasser une autre personne et juste être présent, rien vouloir, juste être présent pour l'autre personne et ressentir tout ce qu'on peut ressentir sans nécessairement le nommer. C'est des voies royales vers cet état-là. À la fin, M. Kesh nous a rappelé, vous savez, vous rappelez aussi que les scientifiques nous disent que nous utilisons seulement 1% de notre cerveau, de notre capacité mentale. Ça, c'est juste la capacité mentale, entre parenthèses, rationnelle. Mais si on inclut le plan affectif, à ce moment-là, c'est maximum 1 promille de notre capacité. Et si on dit ça, moi, si admettons, Aviram se rend compte que il utilise juste 1% de ses capacités. On peut se écraser avec ça, devenir complètement dépressif, ou on peut dire, waouh, je peux découvrir, si je vis seulement 1 promille, je peux 999%, j'ai à découvrir la plus grande partie de moi. Et ça, c'est une libération par mon potentiel. Là, je vous ai mis la vidéo aussi qui n'a pas vraiment à faire avec ça, mais qui est quand même bon, que j'ai trouvé sur Internet, qui, en fait, c'est plus un clin d'œil à M. Kesh, parce qu'il parle souvent comment les religions sont intolérantes et tout ça, mais quelqu'un a découvert dans un pays qu'on ne soupçonne pas, qui sont officiellement dans ce pays, ce pays se ouvre pour d'autres religions. La raison, peu importe, je dirais pour le moment, c'est juste, on peut se réjouir d'apprendre ça et la vidéo est joliment faite, donc ça vaut la peine. Le lien est sur la présentation et également sur le PDF de la multiplication d'aujourd'hui. Avec ceci, je vous
dis mon grand merci pour votre attention et l'amour que vous m'avez envoyé, que je peux encore plus multiplier. Je l'ai bien senti et j'ai bien ressenti. Et j'ai bien reçu aussi. Donc, gracias, dankeschön, grazie et thank you. Merci beaucoup pour votre présence. Et maintenant, je vous laisse le microphone pour vos commentaires ou questions.